Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes 2 cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori, qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog, montessori-apprendreautrement.com et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Hervé Nunez est professeur d'art plastique au collège et membre de l'ICEM depuis des années. Dans cet épisode, il nous explique comment il est entré dans la pédagogie Freinet et ce qui l'a séduit dans cette pédagogie. Hervé a fait la différence entre l'enfant acteur et l'enfant auteur. On pourrait d'ailleurs utiliser la métaphore du cinéma. Un acteur au cinéma joue dans un film, mais ce n'est pas lui qui décide du scénario. Le metteur en scène, lui, est l'auteur du film. Donc j'aime beaucoup cette comparaison. Dans la pédagogie Freinet, l'enfant est auteur. Je vous laisse découvrir notre échange et plonger dans la pédagogie Freinet avec Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast. D'accord, mais moi aussi, oui. Est-ce que vous voulez bien commencer par vous présenter ? Donc voilà, je m'appelle Hervé Nunez, je suis enseignant dans le secondaire. Je suis plutôt en fin de carrière. Je suis prof d'art plastique. Voilà. Et voilà, je suis membre du mouvement Freinet depuis les années 1990. Voilà, et donc je suis rentré dans le mouvement Freinet par les outils. C'est-à-dire, donc, dans le mouvement Freinet, il y a des revues, il y a des outils qui vont servir aux enseignants, des outils dans toutes les disciplines, et qui sont construits coopérativement par des collègues du mouvement. Lors de stages, et ils les font évoluer, etc. Et donc moi je suis rentré par un de ces outils, et en fait c'est une revue qui à l'époque était sur papier, et qui maintenant est en ligne sur Internet, et qui s'appelle Création. D'accord. Et donc vous partagez les travaux de vos élèves sur cette revue, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc dans cette revue, on reçoit des pratiques pédagogiques de classes venant de France et même de l'international. Et là, on va rédiger des articles et puis mettre en ligne cette revue. Alors, cette revue, il y a quand même 8 pages papier qui continuent à être créées dans la revue du mouvement Freinet qui s'appelle Le Nouvel Éducateur. Voilà. D'accord. La partie création, du coup, est en ligne maintenant. Voilà. Disons que les prolongements sont en ligne, puisqu'elle faisait 44 pages au départ. Maintenant, il n'y a plus que 8 pages. Donc, on va retirer, on va mettre dans ces 8 pages des articles qui disons, sont un petit peu phares. Et on va développer tout ça, et puis donc sur le site, quoi. OK ? D'accord. Donc c'est une revue au départ qui avait été créée dans le mouvement Freinet, par Célestin Freinet et par Élise Freinet. Au départ, l'idée, comme dans toutes les pratiques Freinet, c'était de faire en sorte que ce qui est créé en classe ne soit plus un simple exercice, mais que ça suive le circuit que l'on va trouver dans le monde professionnel, c'est-à-dire donc le dernier stade de la production, en fait, c'est l'exposition. Donc exposer, être publié et recevoir la revue, recevoir
le document et voir sa propre production en quadrichromie dans une revue. Donc on pense de cette manière-là que ça rend les enfants beaucoup plus critiques et beaucoup plus conscients, disons, d'une démarche artistique, créatrice ou simplement, disons, de vie sociale, quoi. Voilà, donc on crée en classe et puis après on diffuse. Alors on peut diffuser, on peut envoyer à des correspondants et on peut aussi donc être publié dans une revue, quoi. Moi c'est, disons, le mouvement freiné, je l'ai rencontré de cette manière-là quand je me suis rendu compte que une production d'un enfant de 2 ans pouvait être mis dans une revue. Je sais pas moi, le format c'était, je me souviens plus du format exact de cette revue papier, mais c'était, je sais pas moi, 30 cm par 30 à peu près, elle était presque carrée, et je me disais, cette production d'un enfant de 2 ans, en pleine page, 30 cm par 30 en quadrichromie, enfin, quand on voit le coût que ça représente, c'est quand même incroyable, quoi. C'était la première fois que je voyais ça. D'habitude, on va la mettre en tout petit et puis on va mettre l'œuvre d'un artiste en très grand, voilà, à côté, quoi. Mais on va la mettre en tout petit. Et bien là, elle prenait toute la place, quoi. Elle prenait toute la page. Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose. Ouais, donc c'est ça qui vous a interpellé et qui vous a permis après de rentrer plus en profondeur dans cette pédagogie? Ah ben complètement. C'est de cette manière-là que je me suis dit, tiens, là, on accorde de l'importance à ce que font les enfants, quoi. Hein? Et c'est vrai que moi, depuis que j'enseignais, bon, je faisais comme tous les autres professeurs, hein, je faisais des sujets en art plastique, hein, donc des injonctions, et puis mon but, c'était quand même de tester leur créativité, etc., de faire en sorte que chacun puisse se retrouver là-dedans. Mais quand même, j'étais au centre de tout ça, quoi. Hein. Et donc là, je voyais des pratiques qui, en plus, s'éloignaient de cette présence énorme du professeur et qui allaient vers une expression libre de l'enfant, quoi. Et ça, c'était... Donc je devenais, en fait, plus quelqu'un qui accompagnait, quelqu'un qui était reconnu, disons, pour sa qualité d'expert, mais pas comme l'enseignant qui présidait à tout, quoi. Oui, voilà, oui. On m'appelait pour me demander conseil, etc. Et à bon escient, et pas sur des choses qui ne concernaient pas les enfants. Donc tout ça, c'est sûr que tout ça, ça m'a remué à l'époque, parce que c'est exactement ce que je recherchais. Au sortir des Beaux-Arts, je voulais enseigner. Oui. Je cherche une citation parce que ce que vous dites, ça m'a fait penser à une citation. Je vais voir si je la retrouve rapidement. Mais en fait, c'est sûr que la citation était mieux dite, mais en gros, c'est que l'adulte est là comme un accompagnant, mais plus comme celui qui va ordonner et imposer, voilà. Ah bien sûr. Voilà. Ouais. Exactement. L'adulte, en fait, Freinet, une des premières choses qu'il a faites quand il a commencé à enseigner, c'est à détruire l'estrade pour faire du feu, parce qu'il faisait froid dans l'école. Et donc, il a détruit l'estrade et il s'est mis au niveau des enfants. Et une fois qu'il a détruit l'estrade, en fait, il a détruit la position du maître frontale. Et donc, il s'est mis au milieu des enfants. Voilà, donc ça a été une des premières choses qu'il a faites, quoi. Hein? Donc, se mettre à la hauteur des enfants, être avec les enfants, être d'abord, disons, un membre de la communauté humaine, et puis après être reconnu pour ce que l'on est, donc, mais parce que tout simplement, on va apporter quelque chose, quoi. Et donc, ça change complètement le regard. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une position face à l'autorité qui change.
L'autorité devient quelque chose de, disons, qui n'est pas lié, disons, au pouvoir. Elle est liée à la connaissance, tout simplement. Ouais. J'ai retrouvé c'est très important. Bah oui. J'ai retrouvé la citation. Alors, elle est en anglais. Je vais essayer de la traduire approximativement. C'était une éducatrice Montessori qui a dit ça. Je peux sentir que je suis le deuxième partenaire dans le développement de l'enfant. Et le premier partenaire de l'enfant, c'est son guide intérieur. Voilà. Donc en fait, voilà, l'adulte n'est plus celui qui s'impose, qui décide et qui organise tout, quoi. Voilà, alors nous, on a un vocabulaire un peu différent de Maria Montessori. Nous, on ne va pas parler de guide intérieur, on va parler de puissance de vie. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on pense que l'enfant, il est guidé par cette puissance de vie, cette envie de vivre, cette chose un peu immatérielle qui fait qu'on est vivant et qu'on a envie d'apprendre, on a envie de rencontrer les autres, on a envie de construire, on a envie de prendre part à la construction humaine, quoi. Donc on va appeler ça, nous, la puissance de vie. D'accord. Et c'est vrai qu'en pédagogie freinée, c'est ce qui va amener à ce qu'on va appeler après la méthode naturelle. C'est-à-dire que l'enseignant, eh bien, il va partir de ce qu'est l'enfant. Et il va partir de ce que l'enfant apporte. Et on va construire à partir de là. C'est-à-dire que la connaissance n'est pas là avant l'enfant, elle se construit avec l'enfant et elle naît de la production de l'enfant. Voilà, donc, et tout part de cette puissance de vie. D'accord. Alors bien sûr, la difficulté, c'est de rencontrer cette puissance de vie et de manière à ce que cet enfant soit en sécurité et a envie de l'exprimer, envie de s'exprimer et envie de construire et envie de participer à cette grande aventure qu'est la relation aux autres, la relation à la connaissance, et le fait de grandir, quoi. Parce que derrière tout ça, il y a l'idée de grandir et de trouver sa place dans le monde. Et je me pose une question, alors si j'ai bien compris ce que vous entendez par puissance de vie, est-ce qu'elle peut avoir été étouffée pendant plusieurs années? Et donc vous, après, vous accueillez des collégiens et vous essayez de leur permettre de retrouver cette puissance de vie. Vous voyez ce que je veux dire? La puissance de vie, elle est là. Ouais. Mais elle peut très bien être positive, elle peut être négative et elle peut s'étouffer, comme vous dites. C'est-à-dire que là, on va se retrouver avec des gens qui sont beaucoup plus, disons, passifs qu'actifs, etc. Dans l'école actuelle, on va trouver des enfants qui sont passifs. Après, on va trouver des enfants qui sont acteurs. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de l'injonction, par exemple. Le professeur propose une situation et puis les enfants vont être acteurs. Ils vont accepter de rentrer dans ce jeu proposé par le professeur. Ou par l'enseignant en général. Et nous, on va essayer de les faire devenir auteurs. C'est-à-dire de les reconnaître comme des auteurs à part entière. Donc on va plus loin là-dedans. Oui, vous faites la différence entre acteur et auteur, quoi. Ah bien sûr, oui, bien sûr. Acteur, on est l'instrument, entre guillemets, bien sûr, un acteur peut très bien aussi faire parler sa personnalité, mais il est quand même au service d'un texte ou de quelque chose qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Alors que nous, l'enfant va être le propre auteur de son propre texte. Voilà. Et on pense que de cette manière-là, il va apprendre beaucoup plus facilement et d'ailleurs, il va mieux se construire. Et il va, justement, cette puissance de vie va pouvoir mieux s'exprimer aussi. Parce que, justement, il sera au centre de ses apprentissages.
Et concrètement, dans votre cours d'art plastique, avec des collégiens, hein, c'est bien ça, de la 6e à la 3e. 6e, 3e. Ouais. Voilà, de la 6e à la 3e. Comment vous vous organisez? Comment ça se passe? Donc, je vais vous parler peut-être de la manière dont je travaillais, disons, lorsque j'étais, puisqu'actuellement je suis dans un établissement lambda, hein, avec des collégiens tout à fait normaux, dans un établissement normal. Jusqu'il y a 3 ans, j'étais dans un établissement expérimental, donc à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, hein, ça s'appelait le CLEF, collège-lycée d'enseignement freiné. Et donc, à l'époque, c'était que du travail individualisé. Hein, c'est-à-dire que les enfants faisaient des projets, hein, qu'ils écrivaient, ils me les donnaient, je donnais mon avis, et quand ils étaient prêts, eh ben, donc, ils réalisaient leur projet. D'accord ? Et puis après, lorsque le projet était réalisé, on l'exposait dans la classe. Éventuellement, à un certain moment, eh ben, on sortait de la classe et on allait l'exposer dans la ville. 2 fois par an, on faisait des expositions dans la ville. Hein, et pourquoi pas, on l'envoyait à des revues ou à des choses comme ça. Dans la classe elle-même, on faisait des moments de mise en commun, où l'on parlait des productions, où un élève présentait son travail, etc., aux autres, et on discutait autour de son travail. D'accord ? Donc ça se passait un peu comme ça. Là, depuis 3 ans, je suis revenu à une pratique un peu plus, disons, traditionnelle, dans le sens où cela, c'est toujours possible, ce travail individualisé, mais comme je suis avec des élèves qui ne sont pas du tout habitués à ça, ils réclament des productions, ils réclament beaucoup plus d'injonctions du professeur. Donc ce que je fais, c'est que je propose des sujets, mais celui qui veut, il peut quand même faire une production libre. Et donc j'ai des élèves qui très vite ne veulent plus faire les sujets. Alors ils veulent en faire de temps en temps, parce que c'est quand même sympa des fois je sais pas, d'avoir une espèce de relation indirecte à une autre intelligence à travers le sujet d'un professeur. Donc il se mesure à ça de temps en temps. Mais c'est vrai j'en ai quelques-uns qui font leur production libre et qui tiennent, quoi, enfin. Donc moi je les laisse libres dans ce domaine-là. Hein, c'est-à-dire que même si c'est pas dans le programme, même si ce qu'ils veulent faire, c'est pas dans le disons au niveau d'enseignement exact. Par exemple, ils sont en 4e, ils vont faire, je sais pas, un investissement de 6e ou de 3e. C'est pas ça qui va m'arrêter, quoi. Hein, donc c'est pas le but du jeu. Hein. Par contre, ça va rentrer dans le cadre, disons, de la classe, dans le mouvement, disons, de ce qui se fait en classe, et donc, dans ce cadre-là, ça prend toute sa place. Voilà. Oui, donc vous avez réussi à vous adapter, même si vous n'êtes plus dans un collège freinet, vous avez réussi quand même à adapter votre pédagogie pour toujours vous y retrouver, je pense, mais pour être un peu plus en adéquation avec des jeunes qui n'ont pas connu le travail personnalisé. Voilà. Et la plupart des enseignants freinés du secondaire sont dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'ils sont tout seuls dans leur établissement scolaire, et à l'intérieur de leur classe, ils vont mettre en place des outils pour développer tout ou partie de la pédagogie freinée. Alors, à minima, ce qu'on va retrouver dans des classes, ça peut être en français, en mathématiques, en SVT, dans toutes les disciplines, à minima, on va organiser ce qu'on appelle un coin neuf. C'est-à-dire qu'au début du cours, on appelle ça coin neuf dans d'autres mouvements pédagogiques. En pédagogie freinée, on va appeler ça l'entretien. Mais bon, là on est dans les mots. En fait, il s'agit d'accueillir ce qui vient de l'extérieur. D'accord ? Pour pouvoir éventuellement construire des apprentissages à partir de ça. Mais déjà, dans un premier lieu, donner la parole aux enfants.
C'est-à-dire, ils vont pouvoir parler de ce dont ils ont envie de parler. Alors, c'est sûr que dans le secondaire, bon, eh bien, on va plus ou moins les obliger, si on est en français ou si on est en mathématiques, de faire un contenu mathématique. Voilà, c'est-à-dire un contenu qui, quand même, est en relation avec les mathématiques. Mais c'est quand même l'enfant qui va proposer des choses. Donc, l'un va dire, ben, tiens, hier, j'ai remarqué telle chose, je me pose des questions sur ça. Ou alors, hier, j'ai vu telle chose à la télé, j'aimerais qu'on en discute. Ou, voilà, ou j'ai lu telle chose, etc. Voilà. Donc, on va partir de ça, quoi. Donc, à minima, l'enseignant, il va faire ce genre de choses. Après, ben, il va mettre en place d'autres outils de la pédagogie freinée, si c'est possible, dans son établissement. Après, s'il le peut, ben, il va essayer de rentrer en contact avec d'autres enseignants aussi. Parce que la pédagogie freinée, elle est, quelque part, elle ne croit pas au pouvoir disciplinaire. Elle pense que la connaissance, elle est transversante, quoi. Elle va d'une discipline à l'autre sans être, disons, cantonnée à un domaine d'enseignement. Oui. Voilà, donc, que tout est lié, quoi. On peut faire des passerelles d'une matière à l'autre. Voilà, c'est pas tout. Oui. Par exemple, ce matin, j'étais très content parce que je suis rentré dans la salle des profs et il y a une jeune prof d'anglais, une stagiaire, qui me voit et puis elle m'a demandé ce que je faisais avec les élèves au niveau 4e. Donc je lui ai expliqué ce que j'étais en train de faire et en fait, on est rentré en relation et on s'est rendu compte que qu'elle pouvait elle aussi. Moi, je cherchais, en fait, j'aimerais que les élèves, en fait, légendent des productions qu'ils sont en train de faire actuellement. Et pourquoi pas en anglais, quoi. Alors, on a commencé à parler de ça, etc., quoi. Et je pense qu'on va rentrer en relation de cette manière-là, quoi. Et donc, ça, c'est intéressant, c'est un premier pas. Oui. Je trouve que le fait de ne pas saucissonner les matières, mais de permettre aux matières d'être reliées, ça a un intérêt. Enfin, on travaille plus en projet, ça a plus de sens. Complètement, oui, bien sûr. Et surtout dans nos époques de confinement, où chacun est dans sa salle, on s'éloigne les uns des autres. C'est important de créer du lien et de travailler ensemble. C'est important de trouver des moyens de travailler ensemble, de ne pas les perdre surtout aussi si on les a. Voilà. Voilà, donc là j'étais contente que cette jeune enseignante, disons, déjà se tourne vers moi et me questionne sur ce que je faisais, et puis qu'après, on trouve ensemble des idées pour faire des choses en commun, quoi. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Et au tout début, vous avez dit que vous êtes rentré dans la pédagogie freinée par les outils. Et du coup, ça sous-entend qu'il y a une autre manière de rentrer dans la pédagogie freinée. Alors, on peut rentrer dans la pédagogie freinée par les groupes départementaux. C'est-à-dire, par exemple, je suis dans mon école, je suis enseignant, je sais pas moi, en CE2, hein, et je fais mon enseignement. Il y a bien sûr les stages d'inspection, etc., que je peux faire. Mais je vais peut-être rencontrer des collègues qui font déjà de la pédagogie freinée et qui vont me parler de réunions qu'on fait quelque part dans le département. Et on se rencontre tous les mois pour discuter. Et donc, je peux rentrer par ce biais-là, par le groupe départemental. Alors, je vais aller à une de ces réunions qui va se faire dans une école et il y a une enseignante qui va nous accueillir et qui va montrer sa classe, comment elle travaille. Elle va nous montrer l'organisation de sa classe, les outils qu'elle utilise, etc. Et là, on va discuter de tout ça. Elle va nous montrer des productions des élèves, on va regarder un petit peu ce qui se fait, comment elle travaille. Et puis d'autres, peut-être, vont intervenir, parler de leur propre expérience. Et tout ça, c'est très enrichissant. Les enseignants qui participent à ça, généralement, ils ressortent boostés, disons, par cette relation aux autres. Oui. Hein?
J'avais participé une matinée à une réunion comme celle que vous décrivez et je pense que la coopération est forte aussi entre les enseignants. Ah, complètement, bien sûr. On peut faire des projets en commun, on peut se dire, ah ben tiens, on va regarder tel type d'organisation et on va chacun l'appliquer dans sa classe et puis après on va en discuter, on va voir comment ça se passe, les effets dans ta classe, les effets dans la mienne, ça va nous permettre d'avancer. Oui. Voilà, donc ça se pratique énormément. Et au collège aussi, les groupes départementaux pour le collège? Alors ici dans le Nord, on fait des réunions second degré à peu près tous les mois et demi. Ah oui. Voilà. Donc on est à peu près une vingtaine d'enseignants de toutes disciplines. Ça aussi c'est intéressant parce que souvent on croit qu'il faut être de la même discipline pour pouvoir parler ensemble. Ben non, d'ailleurs moi, je ne vous l'ai pas dit, mais quand j'ai rencontré la pédagogie freinée, ça a été la première fois, je me souviens, c'était à l'école Ange-Guépin, à Nantes, dans la banlieue de Nantes, et je ne sais plus pourquoi j'avais dû aller dans cette école, et je rentre dans l'école, c'était un samedi matin, à l'époque les écoles étaient ouvertes le samedi matin, et c'était un samedi matin, et il n'y avait personne dans l'école. Je parcours les couloirs, et qu'est-ce que je vois ? Une salle était ouverte et il y avait un enfant tout seul dans la salle. Il faisait même un peu sombre. Je rentre dans la classe et je passe derrière lui, il ne m'a même pas vu. Et là, je regarde, je passe ma tête au-dessus de son épaule. Il était en train de faire son plan de travail pour la semaine d'après, tout seul dans la classe. J'ai regardé ça, il organisait son temps de travail pour la semaine, tout seul. Il devait avoir, je ne sais pas, 8 ans. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Quand on dit que les enfants, d'abord, ils doivent faire ci, puis ils doivent faire ça, parce qu'ils sont pas encore assez mûrs pour faire telle chose, etc. Il y a tel passage obligé. Ce gosse, il avait 8 ans, il était tout seul dans la salle en train de faire son plan de travail. Il organisait son temps de travail tout seul. Oui. Écoutez, quand on voit ça, on est marqué pour toute la vie, quoi. Oui, ça change complètement tout. Toute la vision de l'éducation et des apprentissages, tout, quoi. Ah oui, on a envie de tout remettre en cause dans ce qu'on fait, quoi. Oui. Parce qu'on se dit, c'est ça la vérité, quoi. Un enfant de 8 ans est capable de s'organiser. Et c'est là où nous, on va être là pour l'aider, quoi. Ouais. On va être là pour lui amener des outils, organiser la salle de manière à ce qu'il n'ait pas trop de démarches à faire pour trouver ce qu'il a besoin de trouver, etc. Voilà. Et puis après, il va faire son chemin, quoi. On va lui mettre à disposition aussi d'autres gens avec qui il va pouvoir discuter, avec qui il va pouvoir échanger, se rendre compte que ses préoccupations, c'est celles des autres. Et ils vont pouvoir confronter leur manière de penser ou ce qu'ils ont découvert. Et là, on avance naturellement. Voilà. Si on faisait ça dès le départ, waouh. Je pense que le monde serait bien plus apaisé. Hein. C'est ça. Et on se rend compte qu'on sous-estime le potentiel des enfants, en fait. En voulant toujours établir leur emploi du temps. Mais enfant, de toute façon, le mot enfant, ça vient de enfance, qui veut dire qui n'a pas la parole. Ça vient de là. Ah oui, d'accord. Le mot enfant. D'accord ? Donc, on garde ça depuis longtemps. Il n'a pas la parole et on parle à sa place et on lui dit ce qu'il doit dire lui-même après. Ce qu'il doit répéter, quoi. Et dans vos réunions, donc il y a plusieurs profs de différentes matières. Comment vous travaillez ensemble Comment ça se passe les réunions là avec les profs de collège? Alors nous, ce qu'on fait, il y a un enseignant qui propose de montrer sa pratique. Donc généralement, il a avec une clé USB, il y a un ordinateur, un vidéoprojecteur, et là, il va nous montrer sa pratique, et puis on va l'écouter, et puis on va discuter, voilà, un petit peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, de la même manière. Ou alors, on va, je sais pas moi, s'il y a un congrès qui est en train de se préparer avec un thème fédérateur,
je sais pas, bon, la prochaine rencontre, le prochain congrès Freinet, l'année prochaine, sera sur le thème, je pense, si mes souvenirs sont bons, sur la classe promenade. La classe promenade. Puisqu'on pense en ces temps de confinement, etc., que sortir, aller voir le monde, hein, comme disaient les grands penseurs de la Renaissance, aller voir le monde, eh bien que c'était bénéfique. Donc la classe promenade, eh ben, certainement que dans notre prochaine réunion second degré, on va peut-être aborder ce thème-là, quoi. Voilà. D'accord, c'est chouette. Et vous avez dit que vous avez travaillé 3 ans dans un collège-lycée expérimental à La Ciotat. C'est vous qui... 10 ans. 10 ans. Ah oui, oui, parce que les 3 dernières années, depuis 3 ans, vous n'y êtes plus. Pendant 10 ans, est-ce que c'est vous qui étiez à l'initiative de ce collège et de ce lycée? Alors non, l'histoire est compliquée. En fait, moi, j'ai été à l'initiative d'un projet qui n'a pas pu voir le jour. Pourtant, il était extraordinaire, puisque c'était un projet qui voulait rétablir, disons, l'équilibre entre l'intellectuel, le pratique, hein, disons le technique, le créatif et le physique, le corporel. D'accord ? Donc, en fait, on avait investi un établissement scolaire où il y avait un collège et un établissement, en fait, un lycée professionnel désaffecté qui avait fermé. Et cet établissement professionnel tournait autour du cuir, du travail du cuir. Et on s'était dit que nos collégiens, eh bien, ils auraient une pratique autour du travail du cuir, une pratique qui les amènerait à avoir une activité manuelle et en même temps découvrir un métier, etc., quoi. Hein, et donc on voulait, on avait fait tout un projet qui s'appelait le CLAS, Collège-Lycée d'Action Coopérative. Hein, toute la base était basée sur la coopération. Donc ce projet n'a pas vu le jour, hein, il a capoté au dernier moment. Et puis un jour, quelqu'un m'a appelé pour me dire si ça m'intéressait de rejoindre un projet qui lui allait ouvrir. Alors bien sûr, j'ai sauté à pieds joints dans ce projet, et donc j'ai fait l'ouverture et j'ai fait les 10 premières années. Voilà. Et au bout de 10 ans, je pense que dans des projets comme ça, il faut absolument qu'il y ait du renouvellement. Et donc, j'ai laissé la place à quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, moi, je suis parti ailleurs. D'accord. Voilà. Oui, donc Nantes, La Ciotat, Dunkerque, vous avez beaucoup voyagé. Voilà. Mais avant, j'avais été dans le Lot-et-Garonne, j'avais été en Touraine. Voilà, donc j'aime bien voir du pays. Je comprends. D'accord. Et est-ce que vous pourriez dire, donc là vous nous avez expliqué comment, voilà, vous nous avez expliqué qu'en voyant cette production d'un enfant de 2 ans mise en valeur comme l'œuvre d'un artiste, et en voyant cet enfant de 8 ans préparer son plan de travail de lui-même, ça a été vraiment voilà, 2 moments forts. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi la pédagogie Freinet vous paraît être la pédagogie la plus adaptée? Alors, je ne sais pas si la plus adaptée, c'est le bon terme, mais qu'est-ce qui vous séduit dans cette pédagogie? Je vous dis, ce qui me séduit, c'est qu'on part de l'enfant. On part de ce qu'il est. Et on va construire avec lui. Dans un environnement bienveillant, disons. Hein? Bien que ce mot soit employé actuellement un petit peu de manière erronée, mais bon, bienveillant, tout en gardant quand même une exigence énorme. Hein? La pédagogie Freinet est une pédagogie, disons, qui met la connaissance au premier barreau de l'échelle, quoi. Et le but est d'acquérir la connaissance, de se construire et d'acquérir la connaissance. Mais par contre, pour cela, eh bien, on va y aller tous ensemble. Voilà, donc moi, c'est ça qui m'a intéressé, enfin, qui m'intéresse encore dans la pédagogie Freinet. Et ce rapport à l'acquisition de la connaissance. D'accord. Eh bien, écoutez, si vous êtes d'accord, Hervé, on va terminer avec une citation qui vous marque, qui vous plaît et que vous aimeriez partager.
Alors donc, citation, Freinet, il a créé ce qu'on appelle des invariants pédagogiques. Hein. Et donc, ces invariants, il y en a une trentaine à peu près. Hein. Et donc, je vais vous en citer une qui je pense, résonne dans notre actualité. Hein. Donc, cette citation, c'est l'invariant numéro 27, en fait. Et donc, cette citation, c'est « On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'école. Un régime autoritaire, à l'école, ne saurait être formateur de citoyens démocrates. » Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui mérite d'être rappelé, hein, ou d'être même dit, parce que justement, on parle beaucoup, notamment avec les histoires des caricatures, notamment de la formation, disons, à la liberté d'expression. Ben, ce que nous pensons, nous, c'est pas une formation à la liberté d'expression qu'il faut pratiquer, mais c'est la liberté d'expression. Et nous pensons qu'en pratiquant la liberté d'expression et en confrontant sa propre liberté d'expression à celle des autres, eh bien, on va se rendre compte de ce que c'est que la liberté d'expression, des garde-fous, de ce que l'on peut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Hein. Et donc, je pense que cet invariant numéro 27, eh bien, il est très important. Parce que justement, eh bien, il est au centre d'une éducation à la vie collective. Oui, je comprends. Et est-ce que vous voudriez partager un livre Alors, partager un livre, bon, j'aurais pu citer plein de livres, mais puisqu'on est en train de parler de Freinet et d'éducation, eh bien, il y a un bouquin de Freinet, un livre de Freinet qu'il faut lire absolument, hein, c'est l'éducation du travail. C'est-à-dire que Freinet, il ne met pas, disons que le travail pour lui, c'est ce qui va fonder qui va donner ce carburant, disons, à cette puissance de vie. Le travail. Mais attention, c'est pas le travail subi, c'est le travail choisi. Voilà. Et donc, cette idée de travail prend une toute autre dimension avec Freinet. Et notamment, il y a tout un paragraphe sur le jeu. Hein, parce qu'on peut opposer le travail au jeu. On croit que les enfants, eh ben, ils ont envie de jouer, quoi. Eh bien, en fait, Freinet, lui, il dit que non, ils n'ont pas envie de jouer, ils ont envie de travailler. Mais que dans leur jeu, eh bien, il y a le travail. Et il faut arriver à le trouver. Hein. Dans le film qui s'appelle L'école buissonnière, où il y a Bernard Blier qui joue le rôle de Freinet, lorsqu'il rencontre les enfants, il monte vers le petit village où il a été nommé instituteur, il arrive et il voit les enfants qui sont en train de jouer au bord de la rivière. Et en fait, eh bien, les enfants, ils jouent à fabriquer en fait des barrages. Ils jouent à fabriquer des barrages et puis des mécaniques, disons, qui permettent d'utiliser le mouvement de l'eau. Et donc, il les regarde, hein, et bien sûr, ces enfants, ils ne veulent pas aller à l'école. Eh bien, il va continuer son chemin, et puis un jour, il va rencontrer ces enfants qui, un jour, vont bien se retrouver à l'école, et il va partir de ça, quoi. Voilà. Il va partir de ça. Donc, en fait, ce jeu de départ pour les enfants, ça va devenir du travail. Voilà, donc l'éducation du travail. D'accord. Et on va terminer avec un coup de cœur ou un coup de gueule. Alors, un coup de cœur, l'année dernière, j'ai été en Norvège. Et en Norvège, à Oslo, par hasard, je suis tombé sur un musée international de l'art enfantin dans la ville d'Oslo. Donc, un musée qui est subventionné par la ville d'Oslo,
qui est ouvert 7 jours par semaine avec des permanents, avec des médiateurs, avec des éditions, avec des expos temporaires. Seulement ce musée, eh bien en fait, c'est des productions d'enfants et d'adolescents qui viennent du monde entier. Et lorsqu'on visite ce musée, eh bien il y a des monographies d'enfants avec où l'on voit toute leur vie. Alors il est écrit Antonio était un enfant qui habitait dans la banlieue de Mexico. Et au départ, il s'intéressait à l'aquarelle, il a fait beaucoup d'aquarelle, et puis maintenant, il a dirigé son travail vers telle chose, et vers telle chose, et vers telle chose. Et là, on a quelques peintures de lui. Et on se rend compte que sur tous les murs du musée, il y a une grande diversité. La diversité de toutes ces personnalités différentes de tous ces enfants, qui sont des êtres humains et qui sont des personnes à part entière. Donc ce coup de cœur, c'est ça, il devrait y avoir des musées comme ça sur toute la planète. Il ne devrait pas y en avoir qu'un à Oslo, il devrait y en avoir partout. Voilà. Et ça ne devrait pas être des musées poussiéreux où ne vont que les parents de ces enfants-là, parce que moi, quand j'y étais, il y avait même la queue, il fallait payer sa place pour rentrer. Hein. Et c'était ouvert, c'était bien propre, c'était nettoyé tous les jours par des équipes de nettoyage. Hein, voilà quoi. Oui. Et c'était pas la kermesse finale où on va applaudir son enfant, même si on trouve que c'est pas terrible ce qu'il a fait, quoi. Hein. Voilà, c'est un musée, un vrai musée. Oui, un musée où on a envie d'aller, quoi. Exactement, voilà. Voilà pour le coup de cœur. Ah oui, c'est un très beau coup de cœur. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Hervé. Est-ce que, avant de se quitter, vous avez des petites choses que vous auriez aimé partager, que j'aurais oublié de vous demander? Je pense qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Donc, oui, d'accord. Voilà, ce qu'il faut, c'est aller visiter le site de l'ICEM. Vous avez plein de choses, plein de gens qui partagent des choses. Voilà, après, il y a cette revue dont je vais parler, je peux vous la montrer. Hein. Oui. Donc, cette revue... Nouvel éducateur. Voilà, dans laquelle il y a au centre les pages création. Voilà, donc, et puis le mouvement Freinet, il est encore vivant, hein, parce que souvent on croit qu'il s'est arrêté avec Célestin Freinet. Voilà, il est encore vivant hein, dans le système éducatif français, hein, public, hein, pour la plupart. Hein. Voilà, donc, voilà. Donc vous pouvez rencontrer des collègues qui se posent des questions et ensemble, on trouve des solutions. Merci beaucoup, Hervé. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine!